Si vous me le permettez, je vais commencer, avant de commencer mon intervention, je souhaite remercier le professeur Guenry pour l'opportunité qu'il m'a offerte de venir faire cette présentation devant vous. Et sans s'être beaucoup concerté, comme vous le verrez, cette présentation est relativement complémentaire au cours qui vous a été donné. Et je pense également plus encore avec le cours qui va suivre, où le professeur Guenry reviendra plus sur les aspects théoriques entre immigration et État-providence. Alors, on va rétrécir énormément le champ d'analyse, puisque je ne vais pas regarder tous les effets en termes de commerce international. Je vais me concentrer sur ce qu'on appelle l'étude de l'impact des flux migratoires sur les pays d'accueil. D'accord ? Et je vais encore rétrécir d'autant plus que je vais simplement regarder l'impact de ces flux migratoires sur l'État-providence, sur plus généralement les finances publiques. Alors, dans la littérature, qu'elle soit théorique ou plus appliquée sur l'impact des flux migratoires sur les pays d'accueil, il y a grosso modo 3-4 grands domaines. Il y a celui-ci, l'impact sur les finances publiques. Il y en a un qui est très important, qui est l'impact sur le marché du travail, à travers, ça a déjà été évoqué, l'impact sur le taux de salaire dans les pays d'accueil et l'impact sur le taux de chômage dans ces pays d'accueil. Donc on a déjà vu des petits modèles simples qui montrent comment le taux de salaire peut être affecté par ces flux migratoires dans les pays d'accueil. Ça, c'est un point important de la littérature. Et puis, il y a aussi pas mal de choses, justement, sur l'intégration, l'assimilation sur le marché du travail ou plus généralement dans la société. Donc, un point assez rétréci. Simplement, ici, les finances publiques. Et je vais plutôt faire de l'économie appliquée. Le but, c'était d'être complémentaire avec le cours qui est plus théorique. Donc, je ne vais pas vous faire des modèles relativement abstraits. Je vais faire appel à nouveau à l'économétrie ou, à ce qui a déjà été évoqué juste précédemment, au modèle d'équilibre général calculable, pour faire des exercices qui sont encore plus contrefactuels, puisque ça sera en projection, même pas sur l'historique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir un fil directeur assez simple. Comme l'a rappelé le professeur Guenry, c'est un sujet sensible, sur lequel beaucoup de personnes, qu'ils soient économistes ou pas, ont des idées préconçues, beaucoup d'a priori, et sur lequel, et ça c'est ce qui rend encore plus difficile le message des économistes quand on traite de l'impact des migrations sur les finances publiques, sur lequel le bon sens peut être trompeur. Bon. Qu'est-ce qu'on peut appeler le bon sens ? Vous savez que le bon sens, souvent, on l'appelle la raison sans raison. Et le bon sens nous dit que généralement, l'immigration, et en particulier, par exemple, en France, a plutôt un impact négatif sur les finances publiques. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partir de ce bon sens. Et dès qu'on dit bon sens, c'est qu'il y a une part de vérité. C'est pour ça que c'est très difficile d'apporter des éléments qui le remettent en cause, parce que, par définition, le bon sens est de bon sens. Donc il y a une part de vérité. Et ce que je vous propose, c'est de partir de ce sentier sur lequel on va trouver le bon sens pour cheminer progressivement vers plutôt, on va dire, le chemin de l'analyse économique qui va remettre en cause ce bon sens. Alors, on ne s'était absolument pas concerté, mais j'ai repris justement cette phrase du Premier ministre qu'a évoqué Roger Guenry, c'était Michel Rocard en 1990, qui avait dit, et on ne peut pas le suspecter d'avoir des a priori hostiles aux flux migratoires, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et grosso modo, elle résume le bon sens qu'on a habituellement, ce bon sens, sur le fait que l'immigration, elle a des caractéristiques telles qu'en France, elle a plutôt des impacts négatifs sur les finances publiques, dit autrement qu'elle coûte cher à la France. Alors pourquoi ? La première idée, c'est que l'immigré, généralement, est moins qualifié qu'un natif. Donc Roger Guenry l'a rappelé, effectivement, les flux migratoires, c'est plutôt les immigrés peu qualifiés. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas seulement au 19e ou au 20e siècle, aujourd'hui encore, ce sont plutôt des immigrés moins qualifiés qui migrent. En France, alors je vous donne quelques chiffres, je n'ai pas mis systématiquement les dates, mais la plupart des chiffres que je vais vous citer sont tirés d'études entre 2005 et 2010, donc très, très récentes, etc. Donc, en France, 53% des immigrés de 35 ans sont faiblement qualifiés. Alors, ce qu'on appelle faiblement qualifiés, ils ont un niveau d'éducation inférieur au baccalauréat. Alors que ce pourcentage est seulement de 39% pour les natifs. Alors, voilà. Les natifs, ce sont les non-immigrés d'un pays. Donc, alors, je n'ai pas dit les Français. Je crois que c'est important aussi de rappeler la définition d'un immigré. C'est une définition très stricte, ce n'est pas un étranger. Un immigré, c'est une personne qui est née à l'étranger de nationalité étrangère. D'accord ? Donc, dans les immigrés, vous avez toute une partie de Français. Ce sont toutes les personnes qui ont été naturalisées. C'est plus d'1 million de personnes. Donc, il faut bien faire attention aussi, quand vous regardez des statistiques, la distinction entre étrangers et immigrés.
Donc c'est la définition standard de l'INSEE qu'on retrouve au niveau international. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas parler de Français, parce que un nombre non négligeable d'immigrés sont des Français. Donc 53% des immigrés sont faiblement qualifiés contre seulement 39%. Donc effectivement, ils sont moins qualifiés, ils ont des revenus plus faibles, donc ils vont payer moins d'impôts, ils vont bénéficier plus des aides sociales, etc. etc. L'immigré est plus souvent au chômage. Également, c'est un thème qui est souvent évoqué et qui est vrai. En 2010, le taux de chômage est 2 fois plus élevé pour les immigrés que le reste de la population. En 2010, le taux de chômage pour les immigrés était de 16% contre 8,5% pour l'ensemble de la population, donc, qui les inclut également. Et ce taux monte même à 20% si je prends uniquement les immigrés extra-communautaires, c'est-à-dire les immigrés qui ne viennent pas de l'Union européenne, qui n'est pas l'Union européenne. Donc c'est vrai, c'est un fait avéré. Donc effectivement, ils sont plus souvent au chômage, ils sont plus au chômage, ils vont percevoir plus d'allocations chômage, donc ils vont peser sur les prestations sociales. Et puis il y a un troisième élément qui est souvent évoqué, c'est le fait qu'ils ont un plus grand nombre d'enfants, donc ils vont percevoir plus d'allocations familiales. À nouveau, c'est un fait avéré. Si on regarde l'indicateur conjoncturel de fécondité des femmes, concernant les femmes immigrées, il est 2,6 enfants par femme contre 1,8 pour les femmes françaises. Alors sur ce point, il faut bien faire attention également. Vous voyez bien qu'on pourrait dire ce sont les femmes immigrées qui contribuent à la bonne situation démographique française. Vous savez que la France se caractérise par un taux de natalité, un taux de fécondité qui est relativement élevé par rapport aux autres pays européens. On est le deuxième pays après l'Irlande. Donc comme on le verra plus tard, je reviendrai dessus, on sera moins affecté par le vieillissement démographique. Si on regarde ce chiffre-là, on pourrait dire oui, c'est l'immigration qui explique les bons résultats. Sauf que, vous voyez, c'est 1,8 pour les femmes françaises. Alors attention, il y a une partie de femmes immigrées dedans, mais si je prends pour l'ensemble de la population française, totale, on passe à 1,9. Donc, femmes françaises plus étrangères, on passe de 1,8 au total à 1,9. Donc la contribution est très très faible. Même, pourquoi ? Parce que c'est une part plus faible. Bon. Alors, quel va être le plan d'intervention ? Ça, c'est le bon sens. Vous voyez, tous ces éléments sont des faits avérés qui nous laissent supposer, quand on les évoque, de dire l'immigration, par définition, elle ne pourra avoir qu'un effet plutôt négatif sur les finances publiques. Ils vont moins contribuer sous forme d'impôts, de cotisations et autres que les natifs, et ils vont percevoir plus de prestations sociales, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est on va cheminer à travers l'analyse économique, les travaux d'économie appliquée qui ont été réalisés pour répondre à cette question-là, et qui vont remettre en cause, en partie, ils ne vont pas remettre en cause les chiffres que je vous ai évoqués, c'est des chiffres avérés, mais ils vont remettre en cause l'interprétation qu'on peut en faire, comme quoi l'immigration pèse sur les finances publiques. Donc on va le faire en 4 temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur, c'est la vraie question, ce que Roger Guenry, en reprenant Milton Friedman, a appelé le welfare magnet effect. Donc l'État-providence va attirer des immigrés qui sont plutôt fragiles et qui vont essayer de bénéficier de cet État-providence. On verra des travaux qui ont été faits sur le recours des immigrés à la protection sociale. Est-ce qu'ils sont très différents des recours faits par les Français, de l'appel à la protection sociale ? Alors, on ira un peu plus loin après, en regardant quel est le poids de l'immigration dans les finances publiques. Alors, j'ai appelé ça une photographie. On va regarder d'un point de vue statique. Roger Guenry a dit que la semaine prochaine, il fera des distinctions entre ce qui est statique et dynamique. Quand on regarde le poids de l'immigration dans les finances publiques, c'est un exercice comptable où, pour une année donnée, je prendrai 2005, on va regarder tout ce qui rentre dans les finances publiques provenant des immigrés, tout ce qui sort à destination des immigrés. Donc, c'est une photographie à un moment donné de l'impact qu'ont les immigrés sur les finances publiques. On verra que ça a beaucoup de limites et que si on veut avoir une évaluation beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fine, ce n'est pas la photographie qu'il faut regarder, mais c'est le film. Et donc on passera à une évaluation dynamique parce que ces immigrés, ils vont rester, alors peut-être qu'ils contribueront plus ou moins dans le futur, ils vont avoir des enfants qui eux-mêmes vont rester, qui vont peser plus ou moins sur, etc. Donc il faut regarder tout l'aspect en dynamique sur l'ensemble du cycle de vie et de leurs descendants de l'impact de l'immigration sur un pays d'accueil. Et je vous donnerai des informations sur la France. Et j'en terminerai avec un dernier point sur quelque chose qui fait partie du débat aujourd'hui et que Roger Guenry a rappelé quand il vous a dit qu'aujourd'hui, un grand retour des problématiques sur l'immigration en sciences économiques, c'est sur l'impact que ça a sur les retraites, que je vais élargir. C'est tout simplement, est-ce que l'immigration, ça peut être un des éléments qui peut améliorer, là j'étais très fort en disant qu'il peut sauver notre protection sociale qui est ébranlée par le vieillissement démographique. Donc qui affecte particulièrement le régime de retraite, mais pas seulement. Donc je terminerai par ce dernier point qui a fait l'objet de nombreux travaux ces dernières années. Alors commençons par le premier point, le magnet effect.
l'attraction de la protection sociale. Donc, j'aborde pas vraiment l'impact. C'est déjà les prémices. C'est pour revenir sur ce que Roger Guenry avait dit tout à l'heure, sur finalement quels sont les déterminants à l'immigration, et puis là plus précisément les choix de localisation des immigrants. Est-ce que finalement ils vont être plus attirés par des pays qui ont un système de protection sociale généreux que des pays qui ont un système de protection sociale moins généreux? Auquel cas ça pourrait peser, hein, effectivement. Dit autrement, est-ce qu'ils vont être plus attirés par la France qui consacre 30% de son PIB à la protection sociale par rapport à l'Angleterre qui laisse un aspect beaucoup plus grand à la protection sociale privée, hein, donc un système de protection sociale publique moins généreux. Un certain nombre de travaux ont été menés, en particulier par Borjas, qui est un auteur très important dans la littérature, dans la théorie économique sur l'immigration, qui est un Américain, qui a fait beaucoup de travaux, qui a initié beaucoup de travaux et d'éléments théoriques sur cette réflexion sur l'immigration, qui a évolué d'ailleurs. Hein. C'est lui qui avait développé en termes d'impact, pas en termes pays du Nord, pays du Sud, mais juste l'impact qui a mis en évidence que Roger Guenry a montré dans le cadre international, à savoir qu'il y a un surplus à l'immigration pour un pays qui va les accueillir. Bon. Après, ces travaux suivants vont être plus pessimistes, dès lors qu'il va justement introduire des hétérogénéités sur les immigrés. Ben oui, ils sont hétérogènes, il y a des peu qualifiés, des plus qualifiés, et ces hétérogénéités vont modifier un petit peu les résultats qu'il avait. Alors, ce qu'il a montré dans un travail de 1999, c'est que les travaux qu'il avait menés ont montré que les immigrés aux États-Unis qui bénéficiaient des aides sociales avaient tendance à être concentrés plutôt dans les États qui étaient plus généreux. Hein, donc il y a bien un magnet effect, clairement. Alors, il y a eu des travaux qui ont été menés, je cite un travail collectif, je ne les ai pas tous mis, Brucker et Ali 2002, il y a 7 ou 8 économistes européens qui ont justement regardé comment on pouvait faire une gestion intelligente de l'immigration en Europe, et en particulier par rapport à ses effets sur l'État-providence. Ce qui montre, c'est qu'en Europe existe également ce magnet effect. Donc les immigrés ont plutôt tendance, quand ils viennent en Europe, à se localiser dans les pays qui sont plus généreux du point de vue de la protection sociale, mais que cet effet, il est sans commune mesure avec les autres déterminants de la mobilité internationale et des choix de localisation. Et celui qui a été évoqué par Roger Guenry, qui est le plus important dans cette littérature, ce sont justement les différences de salaire. Donc certes, ils peuvent être plus attirés par la France, qui sera plus généreuse en matière de protection sociale, mais si le salaire en Angleterre est beaucoup plus élevé que le salaire en France, ils préféreront quand même aller en Angleterre. Ça reste le déterminant principal. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le magnet effect. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés et qui montrent qu'il existe, hein, mais que cet effet, il est plutôt du second ordre pour expliquer où les immigrés vont se localiser. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Le recours des immigrés à la protection sociale. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que les immigrés font plus appel aux aides sociales que les natifs? Auquel cas, ils pèseraient plus sur les finances de la protection sociale. On a mené un certain nombre de travaux avec des collègues de l'université de Lille 2 qui ont abouti au résultat suivant. Premier résultat, les immigrés provenant de l'Union européenne ont un recours aux aides sociales qui sont plutôt proches des natifs. Par contre, si on regarde les immigrés non communautaires, ils sont effectivement surreprésentés dans un certain nombre de branches de la protection sociale. Alors, qu'est-ce que j'appelle surreprésenté? Qu'est-ce que ça signifie? On regarde simplement le pourcentage de la population concernée qui bénéficie ou qui fait appel à cette aide sociale. D'accord? Donc, je compare le pourcentage d'immigrés non communautaires qui vont bénéficier des allocations chômage au pourcentage de natifs français qui vont bénéficier des allocations chômage. Donc, pour le RMI, c'est une étude de 2005. Donc, c'était avant le passage au RSA, donc j'ai gardé le terme. Donc, pour le RMI, l'équivalent du RSA aujourd'hui, enfin l'équivalent, ce qui s'en rapproche le plus, les immigrés non communautaires, qui bénéficient du RMI en pourcentage, sont ce pourcentage est 3 fois plus important que le pourcentage de Français qui bénéficient du RMI. Donc ils sont bien surreprésentés. En matière de logement, aide au logement, ils sont 2,5 fois plus représentés. En matière de chômage, 1,6 fois plus représentés. Ce n'est pas surprenant puisqu'ils sont plus au chômage que les natifs. Et en matière d'allocation familiale, 1,6 fois plus représentés. Alors c'est brut,
C'est de la statistique descriptive relativement brute. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On va essayer d'expliquer cette surreprésentation. Pourquoi les immigrés font-ils plus appel ou bénéficient-ils plus en pourcentage des aides sociales que les natifs? Est-ce que ces différences sont objectives au sens où elles proviennent des caractéristiques socio-économiques, ou est-ce que c'est un comportement différent par rapport à cette fourniture de services et de biens publics? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire d'économétrie, on va estimer la probabilité d'avoir recours aux différentes aides que j'ai évoquées tout à l'heure, en fonction d'un certain nombre de variables qui vont caractériser les individus, donc en fonction de leur âge, du genre, de leur niveau d'éducation, du nombre d'enfants qu'ils ont, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on montre dans ce cas-là? On montre que cette surreprésentation qu'on avait tout à l'heure dans pratiquement toutes les branches, famille, logement, RMI, etc., on ne la retrouve plus que dans deux niveaux. C'est toujours le RMI, c'est le chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à caractéristiques équivalentes, âge équivalent avec le nombre d'enfants équivalent, etc., etc., que ce soit pour le logement ou que ce soit pour la famille, un immigré ne perçoit pas plus, ne fait pas plus appel à l'aide sociale qu'un natif. D'accord? À caractéristiques équivalentes. On a contrôlé par rapport aux caractéristiques. À caractéristiques équivalentes, un immigré, donc ça c'est ce qu'on appelle la surreprésentation résiduelle, d'accord? C'est le statut d'immigré qui l'explique. On n'a pas trouvé d'autres variables explicatives. Il va faire plus appel au RMI, il bénéficiera plus souvent du RMI et au chômage. Alors ces résultats qu'on a obtenus sur la France, les économistes qui avaient travaillé sur de nombreux pays européens sur le Magnette Effect avaient fait également ces travaux-là et trouvé des résultats assez similaires sur un panel de 11 pays européens. Donc ce n'est pas spécifique à la France. Je vais faire quelques comparaisons internationales, mais il faut être très prudent quand on fait des comparaisons internationales parce que vous voyez bien que tout ce qu'on va dire dépend énormément du système de protection sociale, de la nature de l'immigration de ce pays-là. On a des immigrations très variées entre les pays. L'immigration aux États-Unis n'est pas l'immigration qu'on a en France. Donc on peut difficilement généraliser ces exercices qui sont faits sur un pays pour les autres pays dès lors que les structures en termes d'immigration ou de finances publiques sont différentes. Là, il s'avère qu'on n'a pas trouvé des résultats très différents de ce qu'on a sur les autres pays européens, tel que ça avait été estimé par Brucker et les collègues européens. Bon, voilà, donc premier résultat, et ce résultat-là, il conforte, il a tendance à conforter le bon sens. Effectivement, les immigrés ont tendance à bénéficier plus des prestations sociales, et en particulier en termes de RMI et d'allocation chômage. Après, ils en bénéficient plus en termes de logement et d'allocation familiale parce qu'ils ont plus d'enfants, etc., etc. Mais si les natifs avaient le même nombre d'enfants, ils bénéficieraient pareil. Alors, passons donc au deuxième point. Concrètement, évaluons le poids de l'immigration dans les finances publiques à travers cet aspect purement statique. À une année donnée, qu'est-ce qu'ils ont apporté, quel est le montant dont ils ont bénéficié des services publics et de la protection sociale. Alors, quand c'est statique, l'exercice est relativement comptable. On n'est pas loin de l'expertise économique, on n'est pas vraiment au niveau de la recherche économique. Ce n'est pas très compliqué, d'ailleurs, il n'y a pas que des économistes qui font ce genre d'exercice, j'en dirai un mot par la suite. Alors l'exercice comptable, il consiste à faire quoi? Il consiste à comparer les bénéfices que les immigrés perçoivent de la sphère publique, prestations sociales, éducation, santé, etc., et leur contribution aux finances publiques, l'ensemble des prélèvements obligatoires qu'ils vont verser, à travers l'IRPP, la TVA, la CSG, les impôts locaux, etc., etc. Donc, c'est purement comptable. On regarde ce qu'ils perçoivent et on regarde ce qu'ils donnent et on fait le bilan entre les deux pour savoir s'ils coûtent ou est-ce qu'au contraire, ils contribuent plutôt en net aux finances publiques. Bon, il ne faut pas le faire n'importe comment. Comme l'a dit Roger Gainry, il faut être très prudent. Et c'est là où on sort des sentiers battus et on va commencer à faire un peu d'analyse économique. Donc, il ne faut pas le faire n'importe comment. En particulier, il faut bien essayer de reconstituer les profils par âge des dépenses, des recettes individualisables. On a vu qu'un immigré ne perçoit pas le même nombre, en moyenne, d'allocations chômage qu'un natif. Donc, il ne suffit pas simplement de faire au prorata de la population en prenant les prestations moyennes. Donc, on va regarder en essayant de bien prendre en compte l'hétérogénéité des agents, natifs versus immigrés. Néanmoins, il y a un certain nombre de recettes et de dépenses publiques qu'on ne peut pas individualiser. Clairement, les dépenses de défense, je ne peux pas dire qu'elles contribuent plus ou moins au bien-être d'un immigré que d'un natif, etc. L'éducation, c'est pareil, même si avec des travaux beaucoup plus fins, on pourrait le faire. Donc, grosso modo, c'est environ 15% des prélèvements qu'on ne peut pas individualiser de cette manière, et c'est 25% des dépenses publiques.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, comme on ne sait pas le faire, on l'a fait au prorata, mais c'est une des limites de l'exercice. Par contre, ça veut dire quand même que 85% des prélèvements ont été individualisés et 75% des dépenses publiques ont été individualisées. Alors voilà, je vous donne quelques graphiques. Bon, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le profil moyen par âge. Donc en abscisse, vous avez l'âge des agents. Et vous voyez les transferts, donc c'est ce qu'ils reçoivent, selon leur origine aux différents âges. Donc, je crois que la courbe qui est pleine ici, c'est les natifs. Ce qui est en pointillé, ce sont les immigrés. Si je prends les dépenses de retraite, ce qu'ils perçoivent en termes de pension, si je prends les prestations en matière de santé, c'est les deux seuls cas où, inversement, vous voyez que systématiquement, à tous les âges, les immigrés perçoivent moins que les natifs. Là, c'est très clair sur la santé. Quel que soit l'âge, ils perçoivent moins de la branche santé que les natifs à tout âge. Si je reprends les autres branches, vous voyez bien que le logement, mais on l'a déjà vu tout à l'heure, ils sont surreprésentés dans la branche logement. Eh bien, au contraire, ils perçoivent, en matière d'allocation, logement et autres, en moyenne, attention, c'est en moyenne, pour les différents âges, beaucoup plus que les natifs. Idem pour le RMI, on le voit très clairement ici. En ordonnée, c'est le montant en euros annuels, 2005. Donc, en 2005, vous voyez, si je prends ce point-là, je vais prendre le RMI, un immigré d'environ 40 ans, en moyenne, percevait 325 € sur l'année de RMI. Donc, c'est le montant moyen annuel. Si on prend encore le chômage, pareil, donc, sauf pour les relativement jeunes, et pour la famille, systématiquement aussi, on voit qu'ils perçoivent plus en montant en moyenne. On fait la même chose pour les prélèvements, donc pour les recettes des finances publiques, donc l'impôt sur les revenus du travail. Alors là, je vais aller plus vite parce qu'il n'y a pas d'hétérogénéité. Systématiquement, à tous les âges, les immigrés, en moyenne, aux différents âges, contribuent moins en termes de prélèvements obligatoires. Revenus du travail, revenus du capital, taxes sur la consommation, la TVA, impôts locaux, etc., etc. Les deux derniers, CSG, CRDS et famille. Alors, je n'ai pas le temps de développer, ce n'est pas mon but d'expliquer ces éléments-là. On pourra revenir si vous avez des questions dessus. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence. En moyenne, quelle est la contribution nette moyenne par âge et origine? Donc on somme l'ensemble des recettes publiques provenant des deux types d'individus aux différents âges, moins les dépenses. Quand c'est positif, la différence est positive, donc ils contribuent plus qu'ils ne perçoivent. Alors sans surprise, qu'est-ce qu'on voit? Quand on est jeune, on perçoit plus que les contributions qu'on fait, c'est normal. Quand on est jeune, on ne paye pas d'impôts en tant que tel directement, etc. Puis quand on est vieux, c'est pareil, on perçoit plus qu'on ne contribue. Puisque non, on n'a plus de salaire, c'est des pensions, donc c'est des transferts sociaux. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'on soit natif ou qu'on soit immigré, on a une contribution nette positive aux finances publiques entre 25 ans et 60 ans. Avant, on pèse sur les finances publiques, après on pèse. Et puis, sans surprise, cette contribution nette, elle est plus faible en moyenne pour les immigrés que pour les natifs. Si j'en reste là, le bon sens a raison, clairement. Je vois bien qu'ils ont une contribution nette moins importante et donc qui pèsent sur les finances publiques que, je vais être choquant, mais sans les immigrés, la situation serait meilleure pour les finances publiques en France. Bon. Ok, ces résultats, ce que je dis, confortent le bon sens qu'on avait. Mais c'est un raisonnement partiel. C'est un raisonnement partiel parce que j'ai regardé en moyenne, un immigré en moyenne, combien il verse, combien il reçoit, un natif en moyenne aux différents âges, combien il verse, combien il reçoit. Moi, ce que je veux, c'est l'impact agrégé. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas regarder l'aspect micro, je vais regarder l'aspect macro. Ce que je veux, c'est l'impact agrégé. Donc, au total, la somme de ce qu'ils ont versé et la somme de ce qu'ils ont perçu, qu'est-ce que ça représente? Donc, dans ce cas-là, je vais simplement reprendre les valeurs des contributions aux différents âges que je vais mettre en relation avec la population immigrée aux différents âges et la population des natifs aux différents âges. Et là, on voit bien ce qui va devenir très important, c'est la structure par âge des populations, concernées. Okay? Et on voit bien là. Les gens sont contributeurs nets, qu'ils soient immigrés ou natifs, quand ils sont à l'âge actif, pour simplifier, et quand ils sont inactifs parce que trop jeunes ou trop vieux,
ils sont débiteurs nets pour les finances publiques. Et c'est là que ça va changer le raisonnement et changer le résultat. Ici, vous avez la répartition de la population, des actifs selon l'âge, hein, donc 10%, les natifs donc, qui ont 10 ans représentent à peu près 1,3% des Français. D'accord ? Donc, et puis la répartition par âge des immigrés. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la population immigrée en France, le stock des immigrés présents en France, n'a pas la même structure par âge que la population des natifs. Ils sont extrêmement concentrés sur la population active. D'accord ? Les immigrés, en moyenne, sont beaucoup plus jeunes que la population totale française. Donc ils sont très concentrés sur la plage 20-50 ans, et comme vous l'avez vu avant, c'est justement la plage où la contribution nette est plutôt positive. Donc ce n'est pas une surprise, une fois qu'on a bien compris. Donc 55% des immigrés ont entre 25 et 55 ans, contre 40% dans la population totale. Donc grosso modo, la contribution nette globale au budget de l'administration publique de l'ensemble des immigrés en situation régulière, je ne parle pas d'immigration irrégulière, en situation régulière, présents sur le territoire national en 2005, d'après nos travaux, était légèrement positive d'environ 4 milliards d'euros. Là, je vous ai mis le tableau, je ne vais pas le commenter, donc vous avez accès aux slides sur le site du Collège de France, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus d'informations que ce que je vais utiliser. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Vous avez le détail des montants agrégés annuels en termes de dépenses ou de recettes. Alors je vous dis à peu près 4 milliards, c'est 3 milliards 885. Bon, ce n'est pas tellement ce chiffre-là qui m'intéresse, parce que si on refaisait l'exercice aujourd'hui, peut-être qu'on trouverait moins 1, moins 2 milliards, j'en sais rien, absolument pas. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que tout simplement, ce n'est pas véritablement une aubaine. Okay ? C'est positif pour l'année 2005, ça peut très bien être négatif pour une autre année, mais légèrement. Donc l'idée simplement qu'il faut retenir, c'est que l'effet d'immigration sur la finance publique est relativement neutre. D'accord ? Ça va pas, c'est pas ça qui explique une partie non négligeable du déficit public, et ce n'est pas l'immigration qui va le résoudre. Donc on a trouvé plus 4 milliards, on aurait pu trouver moins 2 milliards. Grosso modo, on est proche de l'équilibre entre ce qu'ils apportent et ce dont ils bénéficient. Et ce résultat, à nouveau, il est concordant avec ceux obtenus dans le cadre d'exercices similaires qui ont été faits par des économistes sur le cas de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Autriche ou de la Suède. Alors, je vais juste faire un petit point parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des exercices comptables. Donc, l'intérêt de ces exercices-là, quand vous les lisez, c'est qu'ils soient le plus transparents possible. Il faut bien voir les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont retenu comme hypothèse sur les dépenses qu'on n'arrive pas à individualiser, etc. Il y a une étude qui a été faite par Jean-Paul Gourevitch, qui est souvent citée dans la presse, qui arrive à un résultat très différent d'une autre. Il obtient un résultat, alors ce n'est pas la même année, mais ce n'est pas ça qu'il explique, il obtient moins 30 milliards. Donc un chiffre qui est totalement différent. On peut se dire, mais c'est un peu étonnant parce que c'est le même personnage, je refais mon idée de la photographie. Donc quand je photographie le même personnage, a priori avec le même type d'appareil, pourquoi j'obtiens deux portraits aussi différents ? Nous, c'est 2005, il l'a fait en 2009, c'est pas ça qu'il explique. Il y a un certain nombre de points qui l'expliquent, que je ne vais pas détailler ici, mais je vais en prendre un seul, qui est une part non négligeable. Dans son étude, il intègre dans les coûts, enfin, il s'avère que ce ne sont que des coûts, il va prendre en compte les enfants des immigrés. D'accord ? Dans notre étude, on prend les immigrés au sens strict du terme. Donc, les enfants qui sont nés en France ne sont pas, par définition, immigrés. D'accord ? Ils ne rentrent pas dans notre comptabilité. Jean-Paul Gourevitch intègre les enfants des immigrés. Alors, bon, je ne vais pas m'abriter derrière cet argument. Ils ne répondent pas à la définition stricte qu'on a de l'immigration. Ça paraît tout à fait légitime de se dire, bah oui, mais c'est une conséquence de l'immigration. Ils sont là, etc. Tout à fait d'accord, et c'est ça qui va m'introduire à mon troisième point de mon intervention. Mais dans ce cas-là, on ne fait plus du statique. On fait du dynamique. Parce qu'il commence déjà à faire du dynamique sur quelque chose qui est statique. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il ne prend en compte que les enfants d'immigrés. Donc on voit bien, ils pèsent, comme tous les enfants des natifs, ils pèsent lourdement sur les finances publiques. Par contre, ils s'arrêtent à 18 ans. Les enfants d'immigrés, ils n'ont pas nécessairement moins de 18 ans. Ils ont aussi, il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, etc. L'immigration, elle a eu lieu bien avant. Et donc, il ne prend pas en compte, lorsque l'effet est positif, il prend en compte que l'effet qui est négatif. Mais c'est transparent, il le dit, etc. Donc, tout simplement pour dire que, dans ce cas-là, il ne faut plus faire du statique.
il faut passer nécessairement à une approche dynamique, et effectivement, ça c'est logique. Mais si on fait une approche dynamique, il ne faut plus utiliser les outils de la statique tel que ça a été fait. Alors on arrive au troisième point de mon intervention. Donc faisons cet exercice qui est déjà plus élaboré, et là on va commencer à rentrer au niveau de la recherche économique. C'est plus de l'expertise, hein. C'est vraiment de l'économie appliquée et qui relève de la recherche économique. Donc ce qui importe, ce n'est pas leur contribution à un moment donné, mais c'est bien leur contribution sur l'ensemble de leur cycle de vie. Surtout que l'immigration, par exemple en France, est essentiellement une immigration permanente. Vous avez des migrations qui sont transitoires. Je prends les saisonniers, par exemple, hein, ils viennent quelque temps. Alors, il y a des saisonniers en France, bien sûr, hein, mais contrairement à d'autres pays, on a essentiellement une immigration permanente. Donc, il faut bien prendre en compte leur impact sur l'ensemble de leur cycle de vie, ainsi que l'impact de leurs descendants, parce que s'ils n'étaient pas venus, ces descendants ne seraient pas présents dans la population française. Alors quand on passe à un cadre dynamique, on va changer de type d'analyse, il y a généralement en économie appliquée deux méthodes qui sont utilisées. Il y a un premier type d'outil qui est utilisé qu'on appelle la comptabilité générationnelle, qui n'a pas été développé simplement sur ces aspects d'immigration, hein, mais plus sur les aspects de finances publiques et de protection sociale. Je vous donne deux papiers qui ont été faits justement sur le cas de la France, hein, de Xavier Chojniki et d'Olivier Monzeau, qui ont regardé l'impact budgétaire de l'immigration en France. L'immigration a-t-elle un effet sur les finances publiques dans le cadre de la comptabilité générationnelle. Alors la comptabilité générationnelle, on va prendre en compte les individus sur leur cycle de vie, y compris leurs descendants, mais on reste dans un cadre d'équilibre partiel. On reste dans un cadre d'équilibre partiel. Il n'y a pas d'effet de mécanisme de marché, etc. Donc ça reste très très partiel. N'empêche que, qu'est-ce qu'ils trouvent comme résultat? Ça concorde. L'effet global d'immigration sur les finances publiques est très légèrement positif. D'accord? Le même résultat qu'en statique. L'effet est relativement du second ordre, hein. Il est positif. On aurait très bien peut-être pu trouver quelque chose de légèrement négatif. Quoi qu'il en soit, l'effet est du second ordre. Bon, premier type d'exercice qui est un peu insatisfaisant. Pourquoi? Parce que typiquement, comme Roger Guenry vous l'expliquera du point de vue plus théorique la semaine prochaine, les flux migratoires, ils vont affecter par exemple le marché du travail, plus ou moins sensiblement. D'ailleurs, il y a une grande controverse entre les économistes sur ces impacts-là. Néanmoins, il y a quand même des effets en termes de salaire, suivant que l'immigration est plus ou moins qualifiée, qui peuvent modifier les incitations aux natifs à se qualifier eux-mêmes, en termes d'offres de travail, etc., etc. Donc, il y a des effets d'équilibre général qu'il faut prendre en compte parce que ces effets d'équilibre général, eux-mêmes, vont avoir un impact sur les finances publiques, qui peuvent être aussi du second ordre, hein, mais qu'il ne faut pas négliger. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les modèles d'équilibre général calculables, alors dynamique, puisque je veux faire de la dynamique. Et donc, c'est le genre d'exercice que Roger Guenry a évoqué tout à l'heure à propos de Williamson et O'Rourke sur l'évaluation de l'impact de l'immigration au XIXe et au XIXe siècle. D'accord? Donc là, je vais plutôt maintenant vous présenter le genre de travaux qu'on peut faire en matière d'équilibre général calculable dynamique. Alors c'est un travail que j'ai fait avec Xavier Chojniki. Je l'ai juste mis la référence si ça vous intéresse pour le retrouver. Bon, alors c'est pire que du contrefactuel, hein, comme Roger Guenry vous l'a dit tout à l'heure. Quand les auteurs ont regardé l'impact que pouvait avoir l'immigration au XIXe siècle, ils refont l'histoire s'il n'y avait pas eu ces flux migratoires. Alors nous, ça va être pire parce qu'on va le faire sur du prospectif. Donc c'est l'histoire future qu'on va changer. Hein. Pourquoi? Parce que, c'est mon dernier point, rappelez-vous, mon quatrième point de l'intervention, c'est l'impact sur le problème du vieillissement démographique. Le problème du vieillissement démographique, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Donc si on veut regarder, il faut faire du prospectif. Donc on a construit un modèle d'équilibre général calculable qui modélise la France, qui est très fin justement sur les aspects de finances publiques, très fin sur la démographie, donc la structure par âge, la structure par qualification, immigrés, natifs, etc., etc. Et puis, on le projette, donc on n'essaye pas d'expliquer le passé, on essaye on ne cherche pas à déterminer quel va être l'avenir de la France.
En réalité, ces modèles-là, je crois d'ailleurs que Roger Guenry avait fait un cours sur les modèles d'équilibre incalculable il y a quelques temps, et il avait invité Kathleen Schubert, qui est une spécialiste sur la question, donc qui est très utilisée par les économistes. Ces modèles-là, ils sont calibrés, d'accord, la plupart du temps, ils sont calibrés. Et en particulier, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a calibré pour que le modèle il rende compte des projections officielles. Donc sur les retraites, il est calibré de telle manière à ce qu'on retrouve, grosso modo, les projections que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a fait concernant l'évolution des pensions d'ici à l'horizon 2050. La même chose sur la santé, la même chose en termes de productivité du travail. Et donc, grosso modo, on l'a fait pour qu'ils puissent dialoguer avec l'administration. Le futur qu'ils projettent, c'est le futur, ce sont les projections officielles que l'administration française utilise généralement pour faire ces travaux prospectifs. Donc on ne cherche pas à vous dire quel va être le futur, on a un futur, c'est le compte central, et ce compte central, c'est celui qui correspond aux grandes projections de l'administration française, qui évolue, mais à l'époque de 2008-2009. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle, alors ça reste quand même contrefactuel, mais ce n'est pas des faits, puisque c'est le futur en réalité. On va regarder ce qui se passerait dans l'économie française par rapport à ce compte central futur si, par abus de langage, on avait dit qu'il n'y avait pas d'immigration. En réalité, ce qu'on a fait, si le sol migratoire était nul. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années en France, vous avez à peu près 200 000 personnes qui rentrent sur le territoire national, d'accord, communautaire, non communautaire, 200 000 personnes en moyenne, 200 000 personnes qui rentrent et 100 000 personnes qui sortent. Donc le solde migratoire net, la différence entre le nombre de personnes qui rentrent et le nombre de personnes qui sortent, c'est 100 000. Donc la contribution de l'immigration chaque année à la population française, c'est plus 100 000. Okay, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé si le solde migratoire devenait nul. Donc il rentrait autant de personnes qu'il en sortait. Donc ici, on a fait un exercice en supposant les projections démographiques. Vous voyez, mon compte central, c'est les grandes projections. Le compte central démographique du modèle, c'est les projections de l'INSEE à l'horizon 2050. D'accord? Ces projections démographiques de l'INSEE à l'horizon 2050, elles sont calées, elles sont construites sur un solde net de plus 100 000 chaque année, qui correspond à ce qu'on a connu les 10 dernières années. Alors on regarde qu'est-ce qui se passerait si ce solde était nul. Donc ce n'est pas une immigration nulle, puisqu'on laisse rentrer 100 000, autant qu'il en sort. Alors première conséquence, il ne faut jamais oublier ça. Je pense... On regarde plutôt les impacts économiques, puisque c'est l'économie qui nous intéresse ici. Mais le premier effet de l'immigration, c'est d'avoir des conséquences sur la démographie qui sont relativement importantes. Et on est entre l'avalanche et les plaques tectoniques. Ça peut être plus ou moins long, mais quand les flux sont très importants, il y a des évolutions démographiques qui peuvent être assez rapides et assez conséquentes. Donc là, je vous donne par exemple l'exemple. Voilà, si au lieu d'avoir un solde net de 100 000 entre 2010 et 2100, on avait un solde net de 0, donc autant de personnes qui rentrent, qui sortent. Qu'est-ce qui se passerait en termes démographiques? Il faut là, vous avez le scénario de référence, le compte central, c'est la population en âge de travailler, donc les 16-60 ans. On va regarder, ça c'est des contrefactuels. Donc, par abus de langage, sans immigration, donc solde net nul. Vous voyez que la population française, par rapport aux projections de l'INSEE, à l'horizon du siècle, elle serait inférieure de 25% à ce qu'elle serait avec ce solde de 100 000 chaque année. Donc on perdrait un quart de la population française à l'horizon du siècle, la population en âge de travailler, et de 10% à l'horizon 2050. Donc on voit que même, on est sur du très long terme, donc là sur le moyen terme 2050, les effets sont non négligeables. Et puis, ce qu'on retrouve, rappelez-vous, les immigrés sont plutôt jeunes par rapport à la population française dans son ensemble, ça aurait un impact négatif. Ici, le ratio de dépendance, donc les plus de 65 ans sur la population potentiellement active, ce ratio de dépendance, il augmenterait de 4,5%. Il est projeté à 44%, il serait proche de 50%. Et c'est ça qui va peser sur les retraites. Le phénomène du vieillissement. Là-dedans, vous avez le vieillissement démographique. C'est que ce ratio de dépendance, il était au début des années 2000 de 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 4 actifs pour financer un retraité. Vieillissement démographique, à l'horizon 2100, vous n'aurez plus qu'un actif pour financer, 2 actifs pour financer un retraité. Donc c'est ici qu'on voit le problème sur les retraites. Bon, donc effectivement, ce problème il serait aggravé sans l'immigration du point de vue démographique.
Donc comme le modèle, il prend en compte toutes ces interactions, mais surtout, il a une description très fine de la protection sociale, quel serait l'impact en matière du besoin de financement de la protection sociale? Le scénario central, c'est les projections officielles du corps, de la direction du Trésor sur les dépenses de santé, etc. etc. Ce n'est pas très réjouissant. Vous voyez que, grosso modo, à l'horizon 2050, le besoin de financement, donc le déficit, dit autrement, de la branche retraite, il sera de l'ordre de 1,7% du PIB, hein, et de la branche santé de 3,2% du PIB. Donc on est autour de pratiquement 5% de PIB. Hein. Le besoin de financement à l'horizon 2050, seulement pour la branche retraite et la branche santé, c'est 5%, ça serait 5% du PIB. Alors total protection sociale, 3%, pourquoi? On va dire, c'est bizarre, on est à 5 sur ces deux seules branches, parce qu'avec les hypothèses de l'administration centrale, on a des hypothèses assez favorables en matière de productivité du travail et autres, et donc les autres branches de la protection sociale qui dépendent peu de la structure par âge, elles sont excédentaires. Hein, elles sont excédentaires. Bon, c'est pas ça que je veux développer, j'interviens pas dessus. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les flux migratoires, s'ils sont réduits de moitié? Hein, au lieu d'avoir 200 000, j'ai 100 000, ce qui correspond au nombre de personnes qui sortent. Ben, vous voyez bien que je vais aggraver de 1,1 point de PIB mon besoin de financement sur les retraites et de 0,2 sur la santé. Donc de 1,3 point de PIB, donc je passe de 5 à 6,3. Donc, effet bénéfique des migrations sur les comptes de la protection sociale, le besoin de financement santé plus retraite en 2050 sans immigration, 7,3 points de PIB, avec immigration, 4,8 points de PIB. Bon, c'est les ordres de grandeur, c'est pas l'avenir, c'est pas ça qui va se passer, clairement, mais ça vous montre les mécanismes, hein, ce qui se passe principalement. Alors, ces effets bénéfiques sur les comptes de la protection sociale, ils proviennent de la structure par âge, hein, clairement. Ils proviennent de la structure par âge des flux nets de migration, qui sont globalement plus jeunes que la population française dans son ensemble. Hein. Pourquoi ça a un impact bénéfique? C'est cette structure par âge qui l'explique, en statique et en dynamique. Ces effets bénéfiques, ils affectent principalement et sans surprise les deux branches de la protection sociale qui sont les plus sensibles aux évolutions démographiques, la retraite et la santé. Donc, avec cette structure par âge, hein, qui caractérise aujourd'hui l'immigration en France, l'immigration n'est pas un fardeau, pour les finances publiques. C'est, qu'on soit en statique ou en dynamique, c'est le résultat principal de ces travaux et qu'on retrouve pour la plupart des pays européens. Donc j'en viens à mon quatrième point, et je terminerai comme ça dans les temps. Donc, on voit que la contribution, elle est positive. Elle n'est pas énorme, mais la contribution, elle est plutôt positive. Et comme l'a rappelé Roger Guenry, aujourd'hui, le débat dans les travaux qui sont menés, en économie appliquée plus particulièrement, c'est est-ce que l'immigration est un des instruments à la disposition des pouvoirs publics pour réduire l'impact fiscal du vieillissement démographique. Donc c'est la question que je me pose. Alors je vais encore être plus brutal, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'immigration peut sauver notre protection sociale qui est plus ou moins ébranlée par le vieillissement démographique? Alors je vais pas faire les petits graphiques ou les modèles de Roger Guenry, mais je vais d'abord une question plus large avant. On voit bien que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un niveau optimal de flux migratoires pour une économie? Mais la question qui est sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'il y a une taille optimale de la population? C'est une vieille question que les démographes et les économistes ont eue. Est-ce qu'on pourrait définir quelle serait la taille optimale de la population pour l'économie française, optimale par rapport à l'économie? Alors, je ne vais pas trancher ce débat-là, loin s'en faut, mais si je prends deux indicateurs, je ne prends pas le bien-être, je prends deux indicateurs qu'on a souvent tendance à utiliser, je prends le taux de croissance et je prends le niveau de richesse par tête, d'accord? Bon, les travaux théoriques montrent, pas appliqués là, les travaux théoriques montrent que selon la théorie de la croissance exogène, le modèle de Solow, modèle à la Ramsey, etc., le niveau de la population est relativement neutre sur le taux de croissance et sur le niveau de richesse par tête. Donc, la taille de la population n'a pas véritablement d'effet sur le taux de croissance de l'économie à long terme et sur la richesse par tête à long terme. J'ai bien dit la taille, pas le taux de croissance. Le taux de croissance de la population aura des effets. Mais la taille en elle-même n'a pas d'effet. Alors, ces résultats-là, ils sont plus ou moins remis en cause, en particulier par la théorie de la croissance endogène,
qui, dans ses premiers travaux, avait montré un effet taille, que le taux de croissance était d'autant plus élevé que l'économie était importante de par la taille de sa population. Et puis les travaux appliqués ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de corrélation entre le taux de croissance et la taille de la population. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi? Parce que ces premiers modèles de croissance endogène, une des sources de la croissance endogène, c'était le secteur de la R&D, et le principal facteur de la R&D, c'était le nombre de chercheurs. Et donc effectivement, il y a un effet taille. Plus votre pays est important, plus il y a de chercheurs qui peuvent être dans le secteur de la R&D, et plus le taux de croissance est élevé. Il venait de là, l'effet taille. Et d'ailleurs, les travaux par la suite ont cherché les travaux, on appelle ça la croissance semi-endogène, à corriger cet effet, parce qu'on ne le retrouvait pas dans la réalité. Donc, même les premiers modèles théoriques de croissance endogène, on les a corrigés. C'est clair qu'il n'y a pas de taille optimale de la population, si je prends ces deux critères-là. Bon, donc ça, c'est un premier point. Bon. Alors, du coup, vous voyez, je ne peux pas utiliser l'immigration pour essayer d'obtenir la taille optimale d'une population selon des critères économiques. Comment le débat est apparu? Donc, ce n'est pas ça. La question, c'était de se dire, mais par rapport au vieillissement démographique, je suis là, et si l'immigration venait remplacer les jeunes qui ont oublié de naître? C'est un peu provoquant comme question. C'est juste pour rappeler qu'est-ce que c'est que le phénomène de vieillissement démographique. Le phénomène de vieillissement démographique, qui affecte pratiquement tous les pays, à des degrés plus ou moins importants, il est double. Le vieillissement démographique, c'est que la part des plus de 65 ans par rapport aux moins de 65 ans, elle est croissante. Cette part, elle évolue à cause du numérateur et du dénominateur. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de vieillissement par le bas. Pourquoi cette part des plus âgés augmente? Parce que le taux de natalité a baissé. Donc que le nombre de jeunes est plus faible. D'accord? C'est ce qu'on appelle le vieillissement par le bas de la pyramide des âges. La pyramide des âges se contracte à sa base. Et puis, deuxième effet, celui qu'on a souvent en tête, c'est le vieillissement par le haut. C'est le fait que l'espérance de vie augmente. Donc les gens vivent plus longtemps, donc le nombre de personnes âgées est plus important. Donc c'est l'élargissement de la pyramide des âges par le haut. Rétrécissement par le bas, élargissement par le haut. Vieillissement par le bas, vieillissement par le haut. Et donc, voilà, la question c'est de se dire, est-ce que l'immigration ne pourrait pas venir, et c'est ce qu'on appelle l'immigration de remplacement, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer cette perte de jeunes par rapport à ce qu'on a connu auparavant, donc qui va peser sur la population active, par l'immigration, ce que j'ai appelé ces jeunes qui ont oublié de naître. Ici, je vous ai mis un petit graphique qui vous montre l'évolution de la population en âge de travailler, donc les 15-64 ans. Alors comme c'est des pays comme les États-Unis ou l'Italie, donc qui ont des tailles très différentes, je les ai pris en base 100 en 2010. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'évolution. C'est pour comparer les évolutions. Donc ils sont tous au même point en 2010 parce que je suis en base 100. Et là, vous voyez bien que tous les pays ne vont pas être affectés de la même manière par le vieillissement démographique. Donc la question de l'immigration de remplacement, elle ne se pose pas de la même manière pour tous les pays. Les États-Unis, c'est la courbe qui est ici, ils vont continuer à voir leur population en âge de travailler accroître sensiblement. C'est là qu'on retrouve un fait important. La France également, dans les dernières projections démographiques, j'ai oublié de le mettre ici, c'est tiré des projections démographiques de l'ONU. Dernières projections démographiques de l'ONU, qui sont assez proches d'ailleurs de l'INSEE pour la France. Vous voyez bien qu'il y a un ralentissement, mais qu'on n'est pas sur une phase où la population en âge de travailler va diminuer. Par contre, vous voyez bien là, typiquement des pays qui vont connaître des problèmes très conséquents quand même. Je prends notre partenaire principal, qui est souvent donné en référence, l'Allemagne. L'Allemagne, à l'horizon 2050, va perdre pas loin de 30% de sa population en âge de travailler. Et si vous faites bien attention, vous verrez qu'aujourd'hui, le thème de l'immigration redevient un thème important en Allemagne, et qui est porté justement par les entreprises, parce qu'elles commencent à être préoccupées, et ce phénomène a déjà commencé. Vous voyez, la diminution de la population en âge de travailler a déjà commencé. Et puis il y a des pays où ça devient complètement dramatique, par exemple comme le Japon. Avec les structures, les paramètres démographiques actuels du Japon et ceux qui sont projetés, pratiquement à l'horizon du siècle, par rapport à son pic, qui n'était pas à 2010, mais qui était un peu avant 2000, c'est la moitié de la population en âge de travailler qu'aura disparu au Japon. Et donc vous voyez bien que cette question est importante, et en matière d'immigration, elle a été développée après le rapport de l'ONU, qui est un rapport important, en 2000, qui s'est posé la question, est-ce que, vous voyez, immigration de remplacement, est-ce que la solution au déclin des populations, mais qui n'affecte pas tous les pays, et à leur vieillissement, ne serait pas du côté de l'immigration? Alors ce qui montre quand même, c'est que non, clairement, parce que vous voyez bien que
je vais être très provocateur, je vais faire l'économiste, mais il y aurait un marché. Il y aurait un marché et que les besoins des pays développés seraient assez conséquents par rapport à l'offre potentielle des pays qui sont fournisseurs, des pays d'origine de l'immigration. Et que alors, je vous donnerai un exemple juste après, par exemple, de l'ampleur que ça peut représenter. Alors, comme l'a rappelé Roger Guenry, ce thème-là, depuis le début des années 2000, c'est devenu le leitmotiv de la politique migratoire de l'Union européenne. L'Union européenne a une politique, a un discours, puisque ce n'est pas un de ses domaines de compétences, mais elle a un discours très pro-immigration à travers justement ce besoin d'immigration de remplacement. Alors ce vieillissement par le bas, il ne concerne pas la France. Selon les projections démographiques actuelles, ça peut évoluer, mais selon les projections démographiques actuelles, on n'a pas ce problème-là. Certains pays sont épargnés, États-Unis, France, ils ne sont pas nombreux d'ailleurs, mais tous sont affectés par le vieillissement par le haut. Ce n'est pas parce que la France est épargnée vis-à-vis du vieillissement par le bas qu'elle ne connaîtra pas un processus de vieillissement démographique qui vient par le haut. Alors, première question, est-ce que l'immigration pourrait contrecarrer ce vieillissement démographique? Donc là, je suis plus sur le remplacement, simplement contrecarrer le vieillissement démographique, ou tout au moins réduire le fardeau fiscal de celui-ci. Première question, est-ce que le vieillissement, c'est un problème démographique? Je peux modifier la démographie via les flux migratoires que je laisse rentrer dans mon pays. Est-ce que je pourrais avoir des flux migratoires qui me permettraient de contrecarrer le vieillissement démographique? La réponse est non, face à un processus de vieillissement par le haut. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je peux prendre comme indicateur? C'est maintenir le ratio de dépendance. Ce que je veux, pour éviter ce qui va coûter en termes de vieillissement démographique, je veux faire en sorte que je reste à peu près à 25% de ratio de dépendance. D'accord? 4 actifs pour un retraité. Eh bien, en termes démographiques, c'est un objectif purement démographique, en termes démographiques, ça consisterait grosso modo à avoir des flux d'immigration qui feraient doubler la population française tous les 40 ans. Pourquoi? Parce que le processus, il est cumulatif et explosif. Les immigrés que vous faites rentrer, eux, ils vont vieillir au bout d'un certain temps. Ils vont donc peser sur le ratio de dépendance. Donc il faut faire venir plus d'immigrés après. Et donc le processus est explosif. Donc ça avait été bien étudié par Didier Blanchet, qui est un économiste démographe qui a beaucoup travaillé sur ces problèmes-là. Et je vous donne, vous trouverez sur le site, je vous donne quelques chiffres. Voilà, typiquement, on a fait l'exercice sur les projections de l'INSEE, clairement. Si on voulait stabiliser le ratio de dépendance, là vous avez les variations par rapport au scénario central. Effectivement, à l'horizon 2040, c'est la population 76% plus élevée, et à l'horizon 2050, 131%. On a fait plus que doubler la population par rapport au compte central. Ça veut dire quoi? La part des immigrés, aujourd'hui, elle est de l'ordre de 8,9%. Alors attention, ici, en population totale, 8,9%. En 2020, elle sera de 8,7%. Sur le scénario central, elle est de 9%. Si je faisais venir ces flux migratoires qui me permettent de maintenir constant le ratio de dépendance à 25,6, donc à chaque fois, si vous faites la différence entre ce que j'ai dans le compte central et ce que je retranche ici, j'obtiens 25,6. Ça, c'est mon objectif dans cette variante. Eh bien, on aurait une part des immigrés de 50%. Ça voudrait dire qu'à l'horizon 2050, 50% de la population serait immigrée par ces flux. Donc on voit bien. 2 minutes et j'ai terminé. Donc, à défaut d'être la solution, ça ne peut pas être la solution, l'immigration, est-ce qu'elle ne peut pas néanmoins contribuer à la réduction de ce fardeau fiscal? Et ce que je voudrais, dans ces 2 minutes qui me restent, c'est revenir sur un point qu'a évoqué également Roger Guenry, c'est sur ce qu'on appelle les politiques sélectives. Les politiques sélectives, c'est apparu essentiellement à travers cette problématique-là. Alors on a regardé à nouveau, à essayer de voir quel pourrait être l'impact d'une politique migratoire plus ambitieuse pour réduire le fardeau fiscal du vieillissement démographique. Donc on fait une projection à nouveau, mais en modifiant les flux migratoires. Alors comme je n'ai pas de base pour dire quel serait le bon niveau optimal de l'immigration, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris quelque chose de réaliste. On a dit, regardons si dans les 40 prochaines années, on avait des flux migratoires qui correspondent à la dernière grande vague d'immigration en France. La dernière grande vague d'immigration en France, c'est celle de la fin des années 50 et des années 60. C'était quoi? C'était des flux qui correspondaient à peu près à 0,35% de la population totale. Donc, on fait ce scénario, on fait cette variante, on regarde ce qui se passera dans l'économie française si on avait des flux migratoires qui correspondaient à peu près à 0,35% de la population totale. Ça correspond à quoi? Ça correspond à avoir un solde net de 200 000 au lieu de 100 000 par rapport à aujourd'hui et ce qu'il y avait dans le compte central. Donc ça correspond à doubler le solde migratoire par rapport à celui du compte central. Mais on le fait avec des niveaux de qualification équivalents
à la population immigrée qui est en France, qui est une immigration qui est peu qualifiée. Cette politique, elle permet de réduire le besoin de financement de la protection sociale de 20%. Donc effectivement, elle a un effet bénéfique pour la raison que j'ai évoquée, de par sa structure par âge. Donc c'est une réduction quand même qui est modérée, hein, c'est 20% du besoin de financement qui est réduit, et qui a quand même encore des effets démographiques non négligeables. Hein. Avec passer de 100 000 en solde net à 200 000 sur cet horizon, ça arrive quand même en 2050 à une part des immigrés dans la population totale qui est quand même de 17%. Hein. Donc il y a quand même des effets démographiques qui sont non négligeables. Alors, voilà. Et si la politique migratoire était sélective? Et là, j'ai terminé. Immigration sélective, c'est sélectif pas par rapport à l'origine géographique ou autre, c'est par rapport au niveau de qualification. Par rapport au niveau de qualification, donc il y a des pays qui ont mis en place des politiques très sélectives, l'Australie, le Canada, qui ont des systèmes à points. Hein, donc vous avez des caractéristiques qui vous donnent un certain nombre de points, et pour pouvoir migrer, il faut avoir ce nombre de points. Et ces points dépendent beaucoup, en particulier, de votre niveau de qualification, de votre possibilité d'intégration sur le marché du travail, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai représenté ici? J'ai remis ma contribution nette, la contribution nette aux finances publiques des immigrés, mais en distinguant suivant qu'ils étaient faiblement qualifiés, niveau inférieur à baccalauréat, ou hautement qualifiés, licence et plus. Et vous voyez bien qu'effectivement, cette contribution nette, quand on est qualifié, elle est beaucoup plus importante. Donc c'est ça qu'il y a derrière l'idée d'immigration sélective, c'est qu'ils apporteront beaucoup plus aux finances publiques, et pas seulement. On sait aussi qu'ils s'intègrent plus facilement sur le marché du travail. Donc il y a une facilité d'intégration. Je parle du marché du travail, je ne parle pas de la société. Hein. Donc c'est l'idée qu'il y a derrière l'immigration sélective. Alors on a fait la même politique plus ambitieuse, comme la dernière grande vague d'immigration, sauf que, au lieu de supposer qu'ils ont la même structure par qualification, ils sont tous extrêmement qualifiés. Au sens où ils ont la même structure par qualification que les natifs de 25-34 ans. Hein, donc ceux qui viennent de sortir du système éducatif, qui sont la génération la plus qualifiée. C'est irréaliste. Hein, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. C'est irréaliste parce que même l'Australie et le Canada n'ont pas cette structure aussi qualifiée dans leur flux migratoire. Alors l'effet, sans surprise, à moyen terme, il est plus marqué. Au lieu d'avoir une baisse de 20% des besoins de financement, on a une baisse de 30% à l'horizon 2050, hein, contre les 20%. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de revenir, hein, parce qu'ils contribuent plus aux finances publiques. Mais à très long terme, et ça c'est un résultat un peu contre-intuitif a priori, mais qu'on comprend, à très long terme, cette politique sélective, elle est moins bénéfique que la politique non sélective. Donc ce n'est pas un message que je mets dans le débat qu'a évoqué Roger Guedry, est-ce qu'il vaut mieux une immigration sélective ou une immigration qualifiée ou peu qualifiée? Moi je ne tranche pas, je montre juste un phénomène, c'est que sur le long terme, elle peut avoir des effets pour les finances publiques. Hein. Je regarde que les finances publiques, qui sont moins bons, attention, on est sur l'horizon d'un siècle, hein, qu'une immigration peu qualifiée. Pourquoi? Vous avez les deux raisons ici. Parce que le taux de natalité est décroissant avec le niveau de qualification. Donc quand vous faites venir des immigrés plus qualifiés, votre population va moins croître dans le futur, et cette croissance de la population a des effets bénéfiques sur les finances publiques. Et deuxième effet, l'espérance de vie, par contre, est croissante avec le niveau de qualification. Donc ces immigrés vont vivre plus longtemps, et vous vous rappelez, quand on est vieux, on pèse beaucoup plus sur les finances publiques, donc ils vont peser plus lourdement sur les finances publiques. Donc c'est pas, à nouveau, c'est la complexité, c'est pas aussi simple que ça, suivant l'horizon sur lequel on se projette, de dire que l'immigration sélective aurait des effets nettement positifs par rapport à une immigration une politique migratoire qui est peu sélective. Voilà, donc je voulais donner quelques messages. Donc vous voyez que par rapport au sentier du bon sens, hein, vous voyez, l'immigration, ils sont peu qualifiés, ils coûtent cher, etc. Les résultats sont plus ambigus lorsqu'on fait de l'analyse économique de l'économie appliquée. Merci.